Salut à tous et à toutes. Le monde retient son souffle sur plusieurs dossiers sensibles. Pendant que certaines capitales s'agitent, les réactions se multiplient sur la scène internationale. Bienvenue dans le Grand Journal, votre rendez-vous avec l'information depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, et Arlich, Doré-Las, pour présenter le Grand Journal. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, on air avec du style. Passez la commande à Alexa pour écouter Swag Radio 24h sur 24. Alexa, open Swag Radio. Tout de suite, voici les infos. L'Iran a déclaré qu'il ne céderait pas sur ses lignes rouges malgré les menaces du président américain Donald Trump. Ibrahim Azizi, président de la commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, a affirmé que les lignes rouges de l'Iran comprenaient son droit de posséder de l'uranium enrichi et de contrôler le détroit d'Ormuz, ainsi que la levée des sanctions. M. Trump a indiqué qu'il n'était pas encore satisfait de l'offre de l'Iran, ajoutant qu'il ne se précipiterait pas pour conclure un accord malgré la pression croissante liée aux prochaines élections de mi-mandat. Récit signé CGTN News dans ce grand journal. Le président américain Donald Trump a déclaré que dans le cadre de tout accord entre les États-Unis et l'Iran, le détroit d'Ormuz serait ouvert à tous et ne serait contrôlé par aucun pays. M. Trump a également démenti les spéculations selon lesquelles la pression politique croissante le pousserait à mettre fin rapidement au conflit. Mercredi, M. Trump a rencontré ses principaux conseillers et les plus hauts responsables de son administration à la Maison-Blanche. La réunion du cabinet devait initialement se tenir à la résidence présidentielle de Camp David. Dès le début de la réunion, M. Trump a minimisé l'escalade des tensions autour du détroit d'Ormuz. Il a également réitéré bon nombre de ses déclarations précédentes concernant l'état du conflit et des négociations. M. Trump a déclaré aux journalistes que l'Iran souhaitait conclure un accord, mais que pour sa part, il n'était pas encore satisfait. Il a également clairement indiqué que les États-Unis n'envisageaient pas de lever les sanctions contre l'Iran. Dans le cadre d'un éventuel accord avec Téhéran, le détroit d'Ormuz serait rouvert immédiatement. L'Iran permettrait au trafic maritime commercial de revenir à son niveau d'avant-guerre et les États-Unis lèveraient le blocus naval et retireraient leurs forces militaires. Environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux transitent par ce détroit. Celui-ci est fermé depuis le début de la guerre en février, ce qui a entraîné une crise énergétique mondiale. Et mercredi, à la Maison-Blanche, M. Trump a déclaré aux journalistes qu'il n'était pas pressé de conclure un accord pour mettre fin à la guerre. Pour l'instant, je pense, ils semblent vouloir simplement conclure un accord. Je ne pense pas qu'ils aient le choix. Ils reviennent simplement sur Internet parce qu'ils se font laminer. Leur économie est en chute libre. Ils ont une inflation de 250%. Leur monnaie n'a plus aucune valeur. Tout leur système économique est en ruine. Ils pensaient qu'ils allaient me faire attendre. Vous savez, on va le faire attendre. Il a les élections de mi-mandat. Je me fiche des élections de mi-mandat. En représailles à des frappes américaines, Téhéran vise des navires à Hormuz et une base américaine. Les tensions militaires entre les États-Unis et l'Iran connaissent une nouvelle escalade explosive dans le golfe Persique. En représailles de récentes frappes américaines contre les positions iraniennes près du détroit stratégique d'Ormuz, Téhéran a lancé plusieurs attaques visant des navires dans la région ainsi qu'une base militaire américaine, selon plusieurs sources internationales. Les détails avec France 24 dans ce grand journal. En direct de Téhéran, on retrouve justement le correspondant de France 24 en Iran, Siavosh Ghazi. Siavosh, quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Qu'est-ce qui remonte du terrain? Si on prend les choses dans l'ordre, il y a eu tout d'abord cette tentative de traversée de détroit d'Ormuz par 4 navires américains, visiblement 4 navires commerciaux. Il y a eu des tirs de SOMOS, des tirs d'avertissement contre ces navires qui ont été obligés de rebrousser chemin. Ça, c'était la nuit dernière. Ensuite, il y a eu dans la nuit une frappe américaine contre une cible près de l'aéroport de Bandar Abbas en réaction au tir d'avertissement des gardiens de la Révolution. Et en riposte, les gardiens de la Révolution ont visé une base américaine, sans doute au Koweït, avec des missiles et des drones. Dans leur communiqué, les gardiens de la Révolution affirment que la prochaine fois, la riposte iranienne sera encore plus dure si jamais les Américains visaient des cibles en territoire iranien. Pour Téhéran, pour les gardiens de la Révolution, le détroit d'Ormuz est sous contrôle de l'Iran. Les navires doivent obligatoirement demander l'autorisation des gardiens de la Révolution pour traverser le détroit.
détroit. Et en plus de cela, les navires ennemis des pays ennemis, c'est-à-dire les États-Unis, Israël ou d'autres pays et d'autres monarchies arabes du Golfe Persique, en particulier les Émirats arabes unis ou le Koweït, n'ont pas le droit d'envoyer des navires à travers le détroit d'Ormuz. Donc, dans l'ordre des choses, les incidents se sont produits, selon les médias iraniens, dans cet ordre-là. Mais pour l'instant, on en reste là. Il n'y a pas, on ne devrait pas aller plus loin s'il n'y a pas de riposte américaine. Mais les Iraniens, les gardiens de la révolution, sont prêts à riposter encore de manière plus dure si jamais il y a de nouvelles frappes américaines contre l'Iran. Alors, Siavosh, sur le plan diplomatique, on a vraiment l'impression que ça patine. Où en sont concrètement les négociations entre Washington et Téhéran ? Ça patine ou pas, parce que selon différents responsables iraniens, les choses avancent sur plusieurs points. Par exemple, sur les avoirs iraniens bloqués à l'étranger, il y a eu des discussions avec le Qatar, et le Qatar aurait promis à l'Iran de verser quelques 12 milliards de dollars à l'Iran, et donc et ensuite pour les récupérer auprès des États-Unis, parce que les Iraniens ne font pas confiance aux Américains, et donc préfèrent avoir affaire à un pays de la région. Apparemment, cette question semble être réglée. Ensuite, pour ce qui est du dossier nucléaire, pour l'instant, les Iraniens disent qu'il n'est pas question d'envoyer à l'étranger les stocks d'uranium enrichi et de renoncer à l'enrichissement d'uranium. Ce qui semble être, si on regarde entre les lignes, ce que dit Donald Trump semble être accepté par Donald Trump. En tout cas, en ce qui concerne l'enrichissement d'uranium, la poursuite de l'enrichissement d'uranium en Iran même. Et en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, l'Iran est prêt, a déjà ouvert le détroit d'Ormuz, puisque chaque jour, une trentaine de navires traversent le détroit aux conditions de l'Iran. Et donc, il pourrait y avoir un compromis entre les deux parties. Selon un député iranien, toutes les questions ont été réglées. Il y a 2 points de divergence qui restent. Et donc, si on croit les responsables iraniens, un accord pourrait intervenir dans les 3 ou 4 jours, mais il faudrait encore de nouvelles discussions pour affiner le protocole d'accord avant de l'annoncer. Merci Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran, correspondant de France 24. Alors que les discussions diplomatiques se poursuivent pour tenter de préserver la paix au Moyen-Orient, la nuit du 27 au 28 mai a marqué une dangereuse escalade entre les États-Unis et l'Iran. Les affrontements enregistrés ces dernières heures sont considérés comme les plus graves depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu conclu le 8 avril dernier. Reportage signé TV5 Monde dans ce grand journal. 4 drones iraniens abattus parce qu'ils menaçaient le détroit d'Ormuz, un 5e détruit dans une station de contrôle au sol alors qu'ils s'apprêtaient à décoller. Washington parle de frappes défensives et mesurées destinées à garantir justement le maintien du cessez-le-feu. Frapper tout en négociant, c'est la 2e fois que cela se produit depuis le début de la semaine. L'Iran est très déterminé. Ils veulent vraiment conclure un accord. Jusqu'à présent, ils n'y sont pas parvenus et nous n'en sommes pas satisfaits. Mais maintenant, nous le serons. Soit nous le serons, soit nous devrons simplement terminer le travail. En riposte, l'Iran affirme avoir visé une base militaire américaine dans la région, sans préciser laquelle, alors que dans le même temps, le Koweït disait repousser une attaque de drones et de missiles venus d'Iran. L'état-major général de l'armée tient à noter que si des explosions sont entendues, elles résultent de l'interception par des systèmes de défense aérienne des attaques hostiles. La télévision iranienne annonce également que 4 navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz sans l'autorisation de Téhéran ont été contraints de faire demi-tour après des tirs de semonce. Le détroit d'Ormuz, l'Iran qui entend bien en conserver le contrôle en a fait une véritable ligne rouge dans ses pourparlers, comme le rappelait encore hier le conseiller principal du leader de la révolution islamique. La véritable garantie de la survie de l'accord est le détroit d'Ormuz. L'histoire prouve que chaque envahisseur venu chercher la domination, d'Alexandre à Gengis, en passant par Trump, a finalement été digéré par la riche civilisation iranienne. Washington annonce des sanctions à l'encontre de la nouvelle agence iranienne qui vient d'être créée et qui doit percevoir les droits de navigation dans le détroit d'Ormuz, sanctions étendues à tous ceux qui acceptent de payer ce droit de passage. Volodymyr Zelensky demande à Donald Trump des munitions. Patriot, la guerre avec l'Iran où les alliés des États-Unis brûlent des stocks de défense aérienne pour protéger le Golfe aggrave la pénurie qui frappe l'Ukraine depuis le début de la guerre. Reportage signé Euronews dans ce grand journal.
Alors que les regards sont tournés vers le conflit en Iran, Volodymyr Zelensky lance un appel à ne pas oublier la guerre qui se poursuit dans son pays. Dans une lettre adressée à Donald Trump et au Congrès américain, le président ukrainien demande qu'on lui fournisse plus de missiles patriotes pour faire face aux bombardements acharnés de l'armée russe. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Війну дуже криваву, яка триває вже 5-й рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Alors que les pourparlers entre Moscou et Kiev sont dans l'impasse, ces derniers jours, la Russie a intensifié ses frappes sur l'Ukraine. Ce jeudi, les chefs de la diplomatie des 27 se réunissent avec un objectif, s'accorder sur la volonté ou non de dialoguer avec Moscou, un sujet qui divise sérieusement les capitales européennes. Nous irons dans le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. L'ALP adopte à l'unanimité le projet de loi sur la réserve militaire. L'Assemblée législative du peuple, ALP, du Burkina Faso, adopté à l'unanimité le mardi 26 mai 2026 à Ouagadougou, le projet de loi portant statut de la réserve militaire. Cette nouvelle législation vient à renforcer les capacités de défense nationale dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme, les tensions géopolitiques dans la sous-région. Reportage signé BF1 dans ce grand journal. À l'unanimité, les députés de l'Assemblée législative du peuple adoptent le projet de loi portant statut de la réserve militaire. Le texte voté ce 26 mai vient combler un vide juridique autour de l'organisation et de la mobilisation des réservistes au Burkina Faso. Cette réforme prévoit la création de 2 composantes. Une réserve de premier ordre composée d'anciens éléments des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie, immédiatement mobilisables. Et une réserve de second ordre composée de citoyens appelés à être formés progressivement pour renforcer les capacités de défense du pays. Le vivier, c'est l'ensemble de tous ceux qui remplissent les conditions physiques, médicales, aptitudes à être un réserviste. Tous les militaires, les forces de sécurité intérieure qui sont admis à la retraite, depuis la nuit des temps, à partir de l'adoption de cette loi, font partie du vivier. Le vivier, c'est le potentiel. Voilà, le potentiel dans lequel on peut aller puiser des réservistes. Maintenant, les réservistes sont pris dans le vivier par décret du ministre de la Guerre pour dire, pour cette période, ou bien à partir de maintenant, vous faites partie de la réserve. Ça, c'est par un décret du ministre de la Guerre. Face aux défis sécuritaires et aux mutations géopolitiques, le gouvernement entend structurer une force de soutien capable d'appuyer rapidement les forces combattantes. Selon les autorités, tout citoyen burkinabé âgé de plus de 18 ans et remplissant les conditions physiques et mentales requises peut prétendre au statut de réserviste. On a parlé de 100 000 réservistes pour l'année 2026. Ces 100 000 réservistes seront pris parmi le vivier. Et nous allons faire le point de tous les militaires, de toutes les forces de défense et de sécurité qui sont à la retraite depuis un certain moment pour voir. Parce que là-dedans, il y en a qui ne remplissent pas les conditions, peut-être, puisqu'on n'a pas limité l'âge. On a dit pour le moment, on ne limite pas l'âge, même ceux qui sont à la retraite et qui ont 80 ans aujourd'hui, font partie du vivier. Au moment où on va sélectionner les réservistes, on peut peut-être les épargner. Maintenant, les réservistes qui feront l'objet du décret, en cas de situation de crise, on peut rentrer là-dedans, des 100 000 par exemple, on ne veut mobiliser que 10 000. Parce que la situation n'existe pas qu'on mobilise les 100 000. On mobilise juste 20 000 ou on mobilise juste 5 000 en fonction de l'ampleur de la crise pour une durée bien déterminée. Et là, c'est le président, le chef de l'État, le président de Faso, qui décrète la mobilisation par un décret.
Et les élus mobilisés doivent signer un contrat dans lequel on va maintenant stipuler les conditions de la mobilisation. Les émoluments, s'il y a un salaire, s'il y a un traitement particulier et la durée de cette mobilisation. Et ce décret est pris en Conseil des ministres. La loi prévoit toutefois certaines restrictions. Les militaires et policiers radiés pour des faits incompatibles avec l'éthique des forces armées sont exclus du dispositif. Pour le gouvernement, cette réforme doit permettre au Burkina Faso de disposer d'une capacité de dissuasion suffisante afin de garantir la survie de la nation et de renforcer sa position dans l'espace sous-régional. Israël dit avoir tué dans une frappe à Gaza Mohamed Odeh, chef présumé de la branche armée du Hamas. Cette attaque survient moins de 2 semaines après l'assassinat de son prédécesseur dans un raid israélien. Malgré le cessez-le-feu toujours en vigueur, reportage signé Radio-Canada dans ce grand journal. L'attaque est survenue au début de la nuit dans un édifice de la ville de Gaza. Le chef de la branche armée du Hamas, sa femme et leurs 2 enfants ont été tués et une vingtaine de personnes ont été blessées. L'armée israélienne a confirmé la mort de Mohamed Odeh sur son site Internet. Selon Israël, il était l'un des principaux architectes des attentats du 7 octobre 2023 qui ont déclenché la guerre à Gaza. Son prédécesseur a lui aussi été assassiné dans une frappe israélienne il y a 2 semaines. Qu'Israël se le tienne pour dit, lance cet homme. Peu importe le nombre de personnes que vous assassinerez, la lutte du peuple palestinien ne s'arrêtera pas. Nous poursuivrons le combat. Cette nouvelle frappe israélienne survient alors que le monde musulman célèbre aujourd'hui l'Aïd al-Adha, une fête religieuse habituellement synonyme de réjouissance en famille et d'entraide avec les plus démunis. Mais à Gaza, il n'y a pas grand-chose à fêter et tout le monde est démuni. Malgré tout, on tente de tenir le coup. C'est un Aïd incomplet cette année, dit cette femme. Nous n'avons pas d'argent pour sacrifier un mouton. J'espère que l'an prochain, ça ira mieux. Ce rassemblement est malgré tout un appel à la joie, à la renaissance, ajoute cet homme, en dépit des horreurs que nous continuons de subir chaque jour. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Le Ghana a accueilli le mercredi 27 mai les premiers ressortissants ghanéens rapatriés d'Afrique du Sud dans un contexte marqué par une montée des tensions anti-immigration et des actes xénophobes visant plusieurs communautés étrangères dans le pays africain. Près de 300 citoyens ghanéens ont quitté Johannesburg à bord d'un vol spécial organisé par les autorités ghanéennes après plusieurs semaines de manifestations et d'incidents ciblant des migrants originaires d'autres pays africains. Reportage signé Africa News dans ce grand journal. Le premier vol transportant des ressortissants ghanéens évacués d'Afrique du Sud en raison des tensions anti-immigrés a atterri à Accra. 26 personnes qui avaient été emprisonnées par les autorités sud-africaines pour violation de visa ont été accueillies mercredi par le ministre des Affaires étrangères ghanéen et des chants patriotiques diffusés à plein volume par les haut-parleurs de l'aéroport. Au total, quelques 800 Ghanéens devraient quitter l'Afrique du Sud. J'ai un salon aménagé dans un conteneur de 40 pieds. Le conteneur a été cambriolé une fois et lorsque ces attaques ont commencé, on a forcé le conteneur et tout a été pillé. J'ai essayé de vendre mon salon mais je n'ai pas trouvé d'acheteur. Je suis parti et je me suis enfui car tant qu'on est en vie, on a tout. J'ai donc perdu mon salon. L'Afrique du Sud est depuis longtemps une destination pour les travailleurs africains, qu'ils soient en situation régulière ou non, mais confrontée à un taux de chômage de plus de 30%, elle a connu des vagues répétées de manifestations xénophobes, y compris une recrudescence de la violence ces dernières semaines. Le président Mahama dit que vous devriez tous recevoir 2 allocations spéciales. Une allocation de transport pour vous rendre là où vous vivez, là où se trouvent vos foyers, et ensuite une allocation de réintégration, une aide spéciale. Ces dernières tensions ont ravivé des débats délicats à travers l'Afrique sur la xénophobie, la migration et le fossé entre la rhétorique panafricaine et les réalités auxquelles est confrontée la migration sur le continent.
Zoom sur l'Amérique latine. L'Amérique latine peut basculer en faveur des États-Unis ou contre eux en fonction de la Bolivie. La Bolivie, souvent considérée comme un acteur discret de la scène internationale, occupe aujourd'hui une position stratégique dans l'équilibre géopolitique de l'Amérique latine. Situé au cœur du continent sud-américain, ce pays andin riche en ressources naturelles pourrait influencer l'orientation politique et économique de toute la région, soit en faveur des États-Unis, soit en opposition à Washington. Les détails sur BFM TV dans ce grand journal. La Bolivie est secouée depuis des semaines par une contestation populaire massive, blocage routier, manifestation. Et selon le président qui s'est exprimé dans la nuit, la crise approche d'un point de rupture. Ça pourrait être un problème pour Donald Trump. Oui, tout à fait, parce que Rodrigo Paz, le président bolivien, est l'un des seuls alliés qui restent à Donald Trump en Amérique latine. C'est lui qui a fait basculer la Bolivie à droite après 20 ans de gauche avec Evo Morales. C'est lui qui a rétabli des relations diplomatiques avec les États-Unis. Et c'est lui donc qui risque de tomber seulement 6 mois après son élection. Les États-Unis pourtant ont soutenu leur allié de manière très explicite pendant cette phase très compliquée. C'est le secrétaire d'État Marco Rubio qui travaille sur le sujet et qui l'a rappelé sur X. Les États-Unis soutiennent sans réserve le gouvernement constitutionnel légitime de Bolivie, en sachant que les États-Unis ne vont pas permettre aux criminels et aux trafiquants de drogue, je le cite, de renverser des dirigeants élus démocratiquement dans notre hémisphère. Évidemment, quand il parle de notre hémisphère, c'est encore une fois une référence à cette doctrine Monroe, donc à la doctrine Monroe révisitée à la sauce Donald Trump, selon laquelle les États-Unis devraient pouvoir avoir une influence sur tout ce qui se passe sur le continent américain. Quand Marco Rubio il parle de criminels et de trafiquants de drogue, il vise qui ? Il vise Evo Morales, sans le nommer, mais il vise l'ancien président bolivien de gauche. Selon les États-Unis, ces manifestations, en réalité, sont orchestrées par l'ancien président pour revenir au pouvoir. Lui s'en défend, il s'est exprimé cette nuit, il s'en est défendu. En réalité, avant d'être politique, puisque désormais les manifestants demandent la démission de Rodrigo Paz, cette vague de manifestations était purement économique. Elle a commencé chez les agriculteurs, chez les ouvriers, qui exprimaient à la base des revendications sur la hausse des salaires pour faire face à l'inflation. Et puis, petit à petit, la contestation a gagné du terrain avec des revendications toujours plus larges, toujours sur le coût de la vie. Il y a une inflation qui tourne autour des 15% en Bolivie. Il y a des revendications sur la qualité du carburant. C'est ce qu'on appelle la gasolina basura là-bas. Donc, c'est l'essence poubelle qui est vendue aux Boliviens et qui endommage les véhicules. Et il y a en plus un soupçon de mauvaise gestion de la part de l'État des ressources naturelles boliviennes, donc en particulier le lithium et le gaz. Vous voyez, tous ces facteurs de mécontentement se sont cumulés et donc ont donné lieu à des manifestations, à des rassemblements et surtout à des barrages routiers qui commencent d'ailleurs à coûter très cher au pays. Selon Rodrigo Paz, la crise a déjà coûté 600 millions de dollars à l'économie de son pays. Est-ce que c'est possible que la rue fasse tomber le président ? Oui, c'est même déjà arrivé par le passé. Beaucoup comparent cette crise à celle de 2003 qui s'était, elle, terminée par la démission du président de l'époque. Et puis, c'est vrai que Rodrigo Paz est dans une situation très compliquée. Il est au pouvoir depuis 6 mois à peine, il n'est pas très installé. Et il y a une vraie rupture de confiance avec les Boliviens puisqu'il avait fait toute sa campagne sur des positions plutôt centristes en promettant de sortir le pays de cette crise économique. Et pour l'instant, la promesse n'est pas tenue. Mais ce qui se joue là en Bolivie va en réalité bien au-delà de Rodrigo Paz, puisque la question n'est pas tant de savoir si lui va tomber, mais si les États-Unis sont capables de le protéger. La Bolivie, c'est une pièce essentielle dans l'échiquier géopolitique en Amérique latine. L'Argentine, elle est alignée sur la Maison-Blanche. Le Brésil y est complètement opposé. Donc en réalité, l'Amérique latine peut encore basculer d'un côté comme de l'autre, et ça se joue aujourd'hui aussi en Bolivie. Merci beaucoup, Annalisa Capellino. À Atlanta, une cinquantaine de robotaxis ont créé un embouteillage monstre à cause d'un bug de logiciel Waymo, le principal opérateur de ces voitures autonomes, tente de rassurer les utilisateurs. Reportage spécial signé France TV Info dans ce grand journal. Des robotaxis par dizaines, venus tourner autour de ce rond-point entre 6h et 7h du matin, provoquant un inhabituel embouteillage dans cette petite rue paisible d'Atlanta. Les riverains n'ont que très peu goûté cette invasion de voitures sans chauffeur, venue troubler leur tranquillité. Nous avons nos familles, des enfants en bas âge, des animaux. Les enfants prennent le bus scolaire et on ne se sent pas en sécurité avec autant de circulation. Même scène en centre-ville. Et encore une Waymo qui fout le bordel. Elle bloque toute la ville. Waymo, l'opérateur numéro 1 de robotaxi aux États-Unis, a reconnu un bug. Et ce n'est que le dernier d'une série.
Une voiture qui s'arrête après la barrière du passage à niveau. Une autre qui grille ce feu rouge. Quand celle-ci... Oh non, elle est sur les rails. ...se retrouve carrément sur la trajectoire du tramway. Sors, sors, sors! Le passager préfère descendre, la voiture continuera son chemin au mépris du danger. Et que dire de cette scène où le robot tente avec peine de s'extraire d'une rue inondée? Cette Waymo a foncé dans l'eau. Plusieurs fois, les véhicules se sont fait piéger, comme ici à Atlanta. Des incidents qui ont contraint Waymo à rappeler près de 4000 véhicules pour mettre à jour le logiciel. La société affirme pourtant que ces robots sont toujours plus fiables. Elle diffuse ces vidéos de situations d'urgence, où le véhicule réussit à éviter un piéton imprudent, à freiner à temps devant cette chute de vélo, ou à adapter sa conduite après un accident sur l'autoroute. Waymo affirme même que ces robots, sur des distances équivalentes, ont 9 fois moins d'accidents graves que les humains. Il y a quelques mois, une fillette a été légèrement blessée par un robot-taxi après avoir surgi de derrière une voiture stationnée. Les témoins ont été surpris par la capacité de réaction du véhicule. Je crois qu'un humain au volant d'une voiture classique n'aurait pas réussi à freiner aussi vite que la Waymo. Mais pour les experts, nous serons toujours plus exigeants avec les machines qu'avec les humains. Par de nombreux aspects, les voitures autonomes conduisent mieux que les humains, car elles n'ont pas de problème de concentration et qu'elles ne sont jamais ivres. Mais les gens n'accepteront pas de se faire renverser par un robot. Waymo, une filiale de Google, enregistre 500 000 courses payantes chaque semaine aux États-Unis. D'autres acteurs, comme Amazon ou Tesla, s'emparent de ce marché qui devrait inexorablement monter en puissance dans les années à venir. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. L'ancien Premier ministre haïtien, le docteur Claude Joseph, a parlé de sa chanceur en Haïti, Téléguinée. Il a lancé un appel aux acteurs politiques du pays afin qu'ils trouvent rapidement une entente pour, selon ses propos, bloquer la dérive du gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Dans une déclaration rendue publique, le docteur Claude Joseph a exprimé ses inquiétudes face à la situation politique et institutionnelle du pays. Il estime qu'Haïti traverse une période critique marquée par l'insécurité, l'instabilité et l'absence de consensus national. Écoutons le docteur Claude Joseph au micro de la presse. Premier ministre a campé un gouvernement avec famille politique exclusivement. Famille politique dans tout ministère stratégique, dans tout ministère régalien. Donc, je dis, il faut que nous comprenions ça. Il faut nous comprendre que le premier ministre Alix Didier Fils-Aimé n'a pas été aux élections. Alors que lui, était capable de dire, fait gros lot en matière de responsabilité dans le pays. Ministère intérieur, c'est famille politique pour le ministre. Ministère planification, c'est famille politique pour le ministre. Ministère la justice, c'est premier ministre. Ministère économie, c'est premier ministre. Ministère affaires étrangères, c'est premier ministre. Pourquoi, et ça, on va aller plus loin, même un gouvernement qui sorti, ou bien un président qui élu, pas fait, et nous sommes capables de dire, comporter en beau homme, tant que Jean Didier Fils-Aimé comporter là. Donc, je dis à fois, extrêmement important pour nous comprendre. Une famille politique qui a dirigé le pays, une famille politique qui a tout ministère stratégique dans le et yo vle en même temps fait tout ça yo capable pour yo organiser une élection piqué collé en pays. C'est de ça qu'il s'agit pour nous comprendre. Et le combat, c'est un combat démocratique pour éviter pays à sombrer dans le chaos et retourner dans ça nous vivre avant 1986. Parce que un beau matin, après tout combat qui fait une fête dans le pays, un homme seul aux commandes, pas qu'à décider pour lui, rentrer. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, a annoncé une augmentation du salaire minimum dans le secteur de la sous-traitance, désormais fixé à 1000 gourdes par journée de travail de 8 heures. Cette décision officialisée lors d'un point de presse à Port-au-Prince vise à répondre aux revendications des ouvriers confrontés à la hausse constante du coût de la vie en Haïti.
Écoutons les détails dans ce grand journal. Membres de la presse, médias parlés, écrits, télévisés, ensemble avec les médias en ligne. Bonjour. Je salue nous tous à la Rwanda. Pendant ma remercier nous de ce que nous répondons à l'invitation du ministère des Affaires sociales et du Travail pour participer à la conférence de presse. Nous réunis journée aujourd'hui pour nous porter quelques clarifications sur l'application arrêtée 6 mai 2026 là, qui fixe le salaire minimum. Non, arrêter ça, c'est une mesure importante qui démontre engagement responsable du gouvernement en bas leadership Premier ministre là, Excellence Alec Didier Fils-Aimé, pour améliorer conditions la vie travailleuse pendant la protéger stabilité économique pays à préservation emploi. Dans un contexte économique difficile, côté en pile famille a subi conséquences augmentation prix la vie. Le gouvernement a des voies pour prendre mesures qui protègent le pouvoir achat travailleur. Mais en même temps, tout c'est la fin de ce grand journal pour aujourd'hui. Avant de partir, couleur du temps. Température matinale pour aujourd'hui, 68 degrés Fahrenheit. Température minimale, la nuit 54 degrés Fahrenheit. Risque de pluie, 40 à 45%, averses éparses, surtout dans l'après-midi. Vent nord pour aujourd'hui, humidité moyenne autour de 65%. La température entre 8h et 10h du matin, partiellement ensoleillée avec des températures passant de 68 degrés Fahrenheit à 68 degrés Fahrenheit. Milieu de journée, 12h, 66 degrés Fahrenheit. Augmentation de la couverture nuageuse et prémices d'averses pour ce aujourd'hui. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale et grande école du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude, en air avec du style. Passez la commande à Alexa. Puis écoutez Swag Radio 24h/24. Les infos sans cassure, sans bavure, c'est l'affaire de P-News. Infos sur WhatsApp et sur Facebook. Infos à la vitesse de la lumière. P-News, votre référence en matière d'infos. Allez, la bonne cuisine est à Brothers Café Créole au 299 Main Street Everett. Chiffré le 617 294 1425. Brothers Café Créole, delicioso, joyeux. Jeudi, rendez-vous c'est pour demain. N'oubliez pas de garder le sourire car ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.